Pâques, environ 30 000 personnes s'étaient rassemblées sur la très populaire promenade des Anglais à Nice pour assister au feu d'artifice du 14 juillet. Un camion blanc de 19 tonnes a foncé sur la foule, renversant les barrières de sécurité. Pour l'instant, le bilan prévisoire fait état de 84 morts et 202 personnes blessées. Retour sur l'attaque avec notre correspondant à Paris, Ibrahima Kamara. 80 morts, c'est le bilan provisoire du carnage qui a eu lieu à Nice hier soir. Des centaines de blessés par balle. L'individu à bord d'un camion fou a foncé dans la foule sur 2 km tout en tirant à bout portant sur tout son passage. Des explosifs et autres armes aussi ont été retrouvées dans son camion. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi du dossier. François Hollande a exprimé son soutien et sa solidarité aux Niçois. Une réunion de sécurité interministérielle se tient depuis hier soir à l'Élysée. Inhumain et barbare, c'est ainsi que l'ambassadeur de France au Sénégal qualifie l'attentat de la nuit dernière. Christophe Bigot, qui a récemment pris ses fonctions, s'est prononcé en marge de la cérémonie de clôture de la session de formation des acteurs de la justice. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mamadou Fall. Je crois que chacun sur la planète ne peut qu'être bouleversé, choqué par cette barbarie inhumaine, ce crime odieux. 84 morts, des femmes, des enfants, des hommes qui célébraient la fête nationale à Nice. Ce ne peut être que l'incompréhension face à ce genre d'action criminelle menée par des voyous. Alors, que faire? Il faut poursuivre le combat pour la vie d'abord, continuer. C'est, je crois, le meilleur message qu'on peut adresser à ces criminels. Et puis il faut naturellement réprimer, condamner, que la justice fasse son travail, comme la police, comme l'armée, comme les services de renseignement. 84 morts et 202 blessés, c'est le bilan provisoire de l'attentat de Nice dans le sud de la France. Parmi les victimes, 10 enfants et adolescents. Alors qu'en France, l'état d'urgence est prolongé de 3 mois, au Sénégal, la rédaction est partie à la rencontre d'expatriés français. Leur réaction dans ce reportage signé Ibou Diouf et Léa Niafouna. Au moment où la France tout entière et ses amis fêtaient la date anniversaire du 14 juillet, un drame frappe de plein fouet toute une nation. Des dizaines de morts. Au Sénégal, à des milliers de kilomètres de Nice, lieu de l'attentat, les fils de ce pays s'indignent. On voit qu'il y a des gens qui sont contre nos valeurs, qui sont celles de tolérance, qui sont celles d'amitié, qui sont celles de l'hospitalité comme on l'a vu au Sénégal, à la Teranga sénégalaise. Et ces gens-là sont des gens dangereux. Ils méritent que notre mépris. Ils méprisent tout ce qui est de plus sacré dans l'humanité, les valeurs religieuses. J'ai regardé les informations, ça m'a beaucoup touchée. Et moi, j'ai ma famille qui est en France, donc voilà quoi. La France est souvent visée par des attaques terroristes, des actes qui ont coûté la vie à plusieurs individus. Eh ben, on a un gouvernement nul, d'abord, et que le ministre de l'Intérieur n'est pas capable de faire son travail, et que cet attentat aurait pu être évité, c'est tout. Et suite à ce qui s'est passé hier dans ce monde, ça ne sert à rien de tuer, ça ne rapporte à rien. Ce sont les méchants qui veulent gâcher le plaisir des bons. Face à des attentats qui se répètent et qui se ressemblent guère, l'heure est à la recherche de solutions. Nous devons garder nos valeurs. On ne peut pas se laisser, entraîner sur le chemin de la haine et de la vengeance. En revanche, il faut être ferme. Il faut que toute la loi soit appliquée dans toute sa sévérité par rapport aux fauteurs de troubles. Mais il est vrai aussi que nous avons tous une part de responsabilité aussi dans le développement de l'Afrique, dans le développement de nos cultures sœurs. Depuis un certain temps, la France s'est engagée dans une guerre sans merci contre le terrorisme. Au Sénégal, ils sont aujourd'hui 25 000 ressortissants à suivre de près l'actualité dans leur pays. Surtout avec ces attentats, le contact avec la famille reste permanent.
Et puis le service de l'information, de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a publié un communiqué que je m'apprête à vous lire. Le Sénégal condamne avec la dernière énergie l'attaque terroriste criminelle survenue à Nice et qui a fait des dizaines de morts et de blessés. Le Sénégal exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple français et redit son engagement à travailler au renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le monde, fait à Dakar le 14 juillet 2016. Je vous l'annonçais en titre, sortie du ministre de la Justice qui a tenu à s'exprimer sur les sujets qui font l'actualité. En ce qui concerne la requête de l'Union des magistrats du Sénégal, Sidiki Kaba assure que le chef de l'État n'a pas l'intention d'abandonner son poste de président du Conseil supérieur de la magistrature. Face aux journalistes, il n'a pas tenu à se prononcer sur le protocole de Rebeuss qui est au cœur de l'actualité. Il est cependant revenu sur l'arrestation de Modou Fall alias Boy Djiné. Retour sur ses déclarations avec Mamadou Fall et Diafaraba. La requête de l'Union des magistrats du Sénégal ne peut aboutir sans nous dire le ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'UMS qui souhaite que l'exécutif se retire du Conseil supérieur de la magistrature se heurte à la charte fondamentale de notre pays. Le Sénégal a une constitution. Cette constitution donc, donne les prérogatives au président de la République de présider les conseils supérieurs de magistrature. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la constitution sénégalaise qui le dit. En ce qui concerne tous les manquements que l'on peut constater dans le fonctionnement de la justice, c'est le Conseil de discipline. Et ce Conseil de discipline est présidé par des magistrats. Autre question abordée par le ministre de la Justice, le protocole de Rebeuss. Sidiki Kaba, avocat d'Idrissa Seck d'alors, s'est dit confiné par le secret professionnel. Le secret professionnel, tout cela fait partie de la vie à chaque instant quand on est dans une fonction. Alors, rappelez-vous tout simplement que cette affaire a fait l'objet d'un procès. Alors donc, pour tout le reste, je vous renvoie à cela. Il ne m'appartient pas de rentrer dans les détails d'un procès qui a eu lieu à l'époque. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut retenir que la justice du Sénégal, elle est performante. Et le retour de Boy Djiné à Rebeuss, monsieur le ministre? La justice, on n'y échappe pas. Et on l'a arrêté au moment où le hasard a voulu, que ce soit à Tamba, quand moi-même j'y étais. Alors, il a bien dit qu'il faut qu'il soit jugé, il le sera. Et il le sera avec équité et impartialité. C'est la garantie de l'état de droit, principe sur lequel tout se fonde. Les faits qui lui sont reprochés, je ne suis pas la justice. Il est en un lieu où il lui sera difficile de s'évader. Sidiki Kaba a tenu ses propos en marge de la cérémonie de clôture de la 8e session de formation des acteurs de la justice en matière de criminalité organisée et du terrorisme. Le ministre de la Justice qui s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de clôture ce vendredi de la session de formation des acteurs de la justice sur la criminalité organisée et le terrorisme. Une formation qui a duré 18 mois et qui s'est adressée aux juges, aux procureurs et aux greffiers. Écoutons à ce propos le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Une formation continue parce que si nous voulons une justice de qualité, performante et efficace, il faudrait à la fois une formation initiale complète et une formation continue qui permet aux magistrats de faire face aux nouvelles formes de criminalité qui assaillent le monde et qui ont besoin d'avoir une réponse judiciaire, technique et ce qui justifie aujourd'hui que nous soyons là aujourd'hui pour remettre ceux qui ont participé à cette formation. Je voudrais les féliciter les encadreurs, féliciter l'École nationale de magistrature de France, féliciter tous les acteurs qui ont permis la bonne réussite de cette formation. Le Sénégal a enfin sa 4G qui succède à la 2G et à la 3G. Le groupe Orange a décroché le Sésame pour la somme de 100 milliards de francs CFA. Si elle permet une connexion à Internet plus moderne et plus efficace, la 4G est pointée du doigt par de nombreux consommateurs. Pour ces derniers, les services de l'opérateur Orange sont trop coûteux. Le président de l'association sénégalaise des utilisateurs des TIC appelle au boycott de la 4G. Sa réaction dans ce reportage signé Al-Hassan Ba et Diafaraba. C'est lui, l'initiateur du boycott de l'achat de la 4G
président de l'association sénégalaise des utilisateurs d'éthique. Et voici ses raisons. La raison principale est que les Sénégalais, à 90-95%, ont des téléphones portables qui ne sont pas compatibles 4G. Donc leur vendre des puces 4G, c'est leur donner un produit qui ne servira à rien du tout. Aujourd'hui, si on laisse la Sonatel vendre les puces 4G dans la situation actuelle, c'est donner l'occasion à cette société de se faire de l'argent gratuitement. Ndiaga Gueye fait appel directement à l'État du Sénégal. En favorisant l'acquisition très rapide des téléphones portables compatibles 4G. En faisant quoi? En enlevant la TVA sur les téléphones portables. Deuxième mesure à prendre, interdire l'entrée sur le territoire national de tout téléphone portable qui n'est pas compatible 4G. Troisième mesure à prendre, mener une campagne d'information en direction des Sénégalais. De l'avis du président de l'association sénégalaise des utilisateurs d'éthique, l'amélioration de la 3G peut régler le problème des Sénégalais. Savez-vous qu'une connexion 3G de haute qualité permet de faire tout ce que vous voulez faire sur la 4G? L'option la meilleure, alors que les Sénégalais ont tous des téléphones portables compatibles 3G, de demander aux opérateurs d'améliorer la qualité de leur réseau 3G. Du côté des populations rencontrées, l'appel est noble. Man, mënuma gis que ñi jéem a jaay 4G bi ci surtout 1000 francs. Ils font toutes choses pour gagner de l'argent. Je peux l'appeler même de l'arnaque. Ils devraient voir qu'ils ont déjà assez de bénéfices. Donc, bon, donner l'Internet aux Sénégalais, c'est tout à fait possible. Et puis leur vendre des services, à savoir des forfaits. Ndiaga Gueye reste déterminé. Pour lui, vendre actuellement la puce 4G à 1000 francs revient à s'enrichir sur le dos des Sénégalais. Direction à présent le Soudan où des étudiants arabisants d'origine sénégalaise n'auraient pas perçu leur bourse depuis presque un an. À quelques jours de la rentrée universitaire au Soudan, ils interpellent le chef de l'État. Ousseynou Niang est le porte-parole de ces étudiants. Ces propos sont recueillis par Cheikh Tidiane Dione. Nous avons plusieurs difficultés. La principale est celle relative à nos bourses d'études au Soudan. Vous savez, nous sommes restés pendant 10 mois sans bourse. Nous avons entrepris des démarches afin d'avoir un gain de cause. Mais jusqu'au moment où je vous parle, notre requête est sans suite. Nous avons même saisi la direction des bourses. Nous sommes à un mois de la prochaine rentrée et jusque-là, nous courons toujours derrière notre but. Nous demandons au président de la République de se saisir du dossier pour qu'on puisse continuer nos études au Soudan. Réaction suite aux propos du Premier ministre sur le retrait des enfants de la rue. D'après Mohamed Ben Abdallah Dionne, le programme ne concerne pas les enfants scolarisés dans les écoles coraniques. Pour le président de la coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant, l'État ne peut pas se permettre de tenir deux discours. Un avis que ne partage pas le directeur de la protection des droits de l'enfance qui estime qu'il n'y a aucune confusion. Plus d'explications dans ce reportage. Il est signé Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Un autre débat s'installe dans l'interdiction de la mendicité des enfants de la rue. L'État indique que les enfants talibés scolarisés dans les écoles coraniques ne sont pas visés. François Raoul Latouf, l'appel recule. Celui qui est dans un dara, il n'a pas le temps d'être dans la rue. Donc moi je pense vraiment qu'il ne faudrait pas que l'État du Sénégal recule par rapport à cette décision. Recul ou confusion, Diouf Nyorobaye estime que le discours est constant. Il ne s'agit ni d'un recul, ni également d'une hésitation. Je pense que quand M. le Premier ministre parle d'enfants qui sont scolarisés dans les daras en situation d'internat, c'est comme s'il parlait des enfants qui sont dans leur famille avec leurs parents. Dara moderne ou dara traditionnel, beaucoup de précisions à faire. Il y a des daras dits traditionnels, parce que c'est des internats, c'est des familles, mais qui vivent de la mendicité. Ils n'ont pas de feu. Les enfants sortent le matin, ils vivent des produits de la mendicité pour rentrer le soir dans leur domicile. Ces catégories d'enfants, aujourd'hui, sont visées, parce qu'ils passent toute la journée sans avoir le temps d'apprendre dans les daras. La décision doit concerner tous les enfants sénégalais ou non sénégalais étant sur le territoire sénégalais. Donc moi je pense qu'il ne peut pas y avoir deux enfants. Le Sénégal n'a qu'un seul enfant et un seul citoyen.
Pour l'heure, 273 enfants sont retirés de la rue. L'opération de sécurisation se poursuit. Prochaine cible, les étrangers. Diouf Nyorobaye déclare qu'ils sont identifiés et seront renvoyés dans leur famille d'accueil. À Guédiawaye, les populations demandent à être soignées dans de meilleures conditions. Augmentation du personnel qualifié, relèvement du plateau technique, accès aux médicaments, des doléances que le ministre de la Santé dit prendre en compte. Suivons ce reportage de Salif Sow et Asmalik Diop, nos correspondants dans la banlieue dakaroise. À son image, ils sont nombreux, ces patients rencontrés dans la structure sanitaire de la banlieue qui exigent des plateaux techniques relevés, une augmentation du personnel qualifié et des soins pas coûteux. Les médicaments coûtent cher, de même que les tickets de consultation et les moyens ne suivent pas. Si le président de la République pouvait nous aider, ce sera excellent. Mes dernières analyses faites à Dantec m'ont coûté 40 000 francs CFA. Une fois, ma fille était tombée malade. On m'a fait balader de structure sanitaire à structure sanitaire. Guigui, je suis passé à Roi-Baudouin avant d'aller à l'hôpital principal via celui de Pikine. Je pense que c'était lié à un problème d'équipement. Selon des sources concordantes, la réhabilitation du centre de santé de Guédiawaye démarre en décembre prochain. À Pikine, les besoins du district sanitaire sont gérés à 90%, de petits pas au pas des géants, selon le ministère de la Santé. Il faut du personnel de qualité. Il faut des structures de santé améliorées. Il faut surtout des équipements. Le credo est de renforcer la qualité des prestations de soins. Forte de 2 hôpitaux, Roi-Baudouin et Pikine, la banlieue attend impatiemment l'ouverture d'un 3e hôpital. Cependant, l'inauguration de Dalal Jamm n'est pas inscrite dans l'agenda du président de la République, du moins pas pour le moment. À quelques jours du conseil interministériel de Rufisque, les maires du département annoncent l'élaboration d'un document où seront listées les doléances des différentes communes. À Rufisque, on s'attend à des décisions importantes en faveur du département. Écoutons le président du conseil départemental de Rufisque. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Biradiania. Au niveau du département de Rufisque, nous avons pris l'initiative de convier tous les maires du département de Rufisque à une séance d'échange sur les préoccupations majeures de nos populations. Des préoccupations qui vont essentiellement sur le cadre de vie, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture. Tout cela combiné devait permettre aux autorités locales que nous sommes d'échanger un peu sur le contenu de toutes nos attentes que nous devons exposer à la suite de l'exposé que ferait peut-être le directeur régional de l'ARD. Parlons à présent du plan Sénégal émergent qui, 2 années après sa mise en œuvre, donne ses premiers résultats. D'après le ministre de l'économie et des finances, tous les clignotants sont au vert et le Sénégal est l'un des rares pays africains à gérer convenablement sa dette. Afin d'évaluer le chemin parcouru depuis le démarrage du PSE en 2014, la direction des prévisions et des études économiques a organisé une rencontre ce vendredi. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia reviennent là-dessus. Après 2 ans d'exécution, le PSE, Plan Sénégal émergent, livre ses premiers résultats. Des résultats jugés satisfaisants par le ministre de l'économie et des finances, vu l'ensemble des chemins parcourus. Constatons, du point de vue des résultats macroéconomiques, des performances très appréciables, reconnues aujourd'hui par toute la communauté internationale. Et je pense que le dernier communiqué du Conseil des ministres montre toute la satisfaction du président de la République. Le Sénégal est considéré aujourd'hui comme l'une des économies les plus résilientes, mais les plus fortes et qui présentent des perspectives de croissance les plus élevées en Afrique. Des performances économiques qui se mesurent sur plusieurs critères. Premièrement, c'est la croissance. Je pense qu'il y a des indicateurs clés pour mesurer les progrès d'un pays. Et aujourd'hui, la communauté internationale s'accorde sur le critère dit taux de croissance. Le Sénégal a atteint en 2015 un taux de croissance de 6,5%, tiré par l'agriculture mais aussi par le secteur secondaire. Pour l'année 2016, des perspectives sont attendues, surtout en termes de croissance de 6,6%.
Les perspectives 2016 sont favorables, très bonnes d'ailleurs. Nous l'avons vu à travers les premiers résultats des 5 premiers mois, où la croissance moyenne est de 6,4%. Je pense que les services de la DPE vont revenir là-dessus. Là aussi, nous ne l'avons pas eu depuis plus de 10 ans. Cependant, des risques existent, internes comme externes, dont l'État devra faire face pour mener à bien ce plan sénégalais émergent. À présent, le dossier du jour qui s'intéresse à la session parlementaire qui s'est clôturée le 30 juin dernier. Durant la session unique ordinaire 2015-2016, 32 lois ont été adoptées par les députés. Chez les politiques, on apprécie diversement cette session parlementaire. Dans ce dossier, les réactions d'Abdoumbo, de Modou Diagne Fada et de Mbaye Dione, Mame Biram Diouf et Youssou Baro. Ils sont 3 acteurs de la vie parlementaire. Modou Diagne Fada, Mbaye Dione, Abdou Mbow apprécient la marche de l'hémicycle au cours de la session unique écoulée, octobre 2015, juin 2016. Ce citoyen, lui, avoue ne pas du tout être fier du travail qui a été abattu. Je me rends compte que c'est des gens qui sont toujours en vacances. On ne se rend pas compte vraiment de leur utilité. De leur utilité, parce qu'un député c'est quoi? Un député, il vote des lois, c'est vrai, mais un député aussi, il doit se sentir, il doit quand même représenter le peuple, voir ce que le peuple vit, et se battre pour le peuple, pour l'amélioration de la condition, en fait des conditions de vie des Sénégalais. Pour Abdoumbo, même si tout n'est pas rose, l'essentiel a été fait en un temps record et même mieux que les sessions précédentes. Le début de la législature, de la 12e législature, il y a 114 lois qui ont été adoptées. Et ne serait-ce que pour cette session, 32 ont été adoptées. Je peux parler de la loi de finances rectificative 2005. Il y a eu une loi qui a été adoptée pour l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. Toujours par rapport à cela, il y a eu aussi la loi qui modifiait le code électoral pour l'élection des hauts conseillers au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous avons eu environ 9 ratifications, autorisations de ratification de traités internationaux ou d'accords internationaux ou bien, disons, de protocoles, notamment le protocole qui interdit le commerce illicite des produits du tabac. Nous avons perdu 2 mois, c'était dû au référendum, donc il fallait, je pense pour les candidats du oui, il fallait aller battre campagne. L'insatisfaction de Modou Diagne Fada sur les résultats obtenus est sans équivoque. Nous étions en droit de nous attendre à 9 passages de Monsieur le Premier ministre. Je crois qu'il n'y en a eu que 3. Il y a eu peu de questions d'actualité abordées par l'Assemblée nationale durant cette session. De même qu'il n'y a presque pas eu de questions orales évoquées. La série autour de la présidence du groupe parlementaire des libéraux et démocrates revendiquée par Aïda Mbodj et Modou Diagne Fada aura marqué toute la durée de la session. Le recours à la méthode forte par les souteneurs de la députée libérale, maintes fois signalé, même en présence du Premier ministre. Des batailles rangées tout le temps, brûlent tout le temps. Mais les gens, on ne peut pas attendre ça à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regretté. Et j'espère que c'est la première et la dernière fois. J'ai été reconduit par l'écrasante majorité des députés membres du groupe des libéraux et démocrates pour la session 2015-2016. Attendons le mois d'octobre pour voir comment ça va se passer. Mais en tout état de cause, je l'ai déjà dit, et je crois que tout le monde en a pris acte, sauf avis contraire de mon parti, qui est le parti appelé les démocrates réformateurs ISL, ou bien avis contraire des membres du groupe des libéraux et des démocrates. J'ai déjà annoncé que je ne briguerai pas un autre mandat. Le poste vacant laissé par Maître Ousmane Ngom après sa démission de l'Assemblée, autre fait marquant. Ce qui est sûr et simple, à l'ouverture de la session, tranquillement, celui qui va remplacer Maître Ousmane Ngom sera installé. Le triomphe du débat démocratique pour une Assemblée nationale exclusivement au service du peuple, réclamé par les Sénégalais. La prochaine session, la dernière de la 12e législature,
apportera sans doute des changements. Bienvenue à tous dans la page des sports. Le Sénégal lance l'opération Rio 2016. À cet effet, un conseil interministériel présidé par le Premier ministre s'est tenu ce vendredi après-midi. C'était à la primature et un budget de 800 millions de francs CFA est bouclé pour nos athlètes devant prendre part à l'événement sportif. Là-dessus, je vous propose d'écouter le ministre des Sports, Matar Ba. Ses propos sont recueillis par Cheikh Tidiane Diao. Nous avons eu la participation du ministre des Finances et du ministre du Budget et que nous avons montré combien nous avons à cœur d'avoir en tout cas toutes les conditions requises pour permettre à nos athlètes en tout cas d'être dans de bonnes conditions à Rio. Il nous fallait un budget de 800 millions pour assurer la totalité de la préparation et de la participation. Et nous avons trouvé la solution et que le budget est bouclé. Nous avons les ressources nécessaires. Ce qui reste maintenant, c'est accompagner effectivement les membres de la délégation, accompagner aussi les athlètes pour qu'à Rio, on puisse être totalement dans l'olympisme, non seulement participer, mais aussi se battre pour vendre dignement l'image du Sénégal. Et on passe au football. La finale de la Coupe du Sénégal de football se jouera le 30 juillet prochain. À 15 jours de l'événement, la compétition constitue un véritable casse-tête pour les finalistes. C'est le cas de l'équipe de Niary Tally. Alors comment se prépare-t-elle pour cette finale? Réponse dans ce reportage signé Chersatibou Diarra, Chertidiane Diao et Younous Diatta. Garder le rythme de la compétition d'ici la finale de la Coupe du Sénégal du 30 juillet prochain, c'est le souci du finaliste Niary Tally qui dit s'adapter à cette trêve d'un mois après la fin du championnat. L'idéal aurait été de jouer après les demi-finales. Ça aurait été l'idéal, surtout avec cet enthousiasme qu'il y avait, tout ça. Mais bon, puisque la fédération a décidé autrement, nous ne faisons que nous plier et continuer à nous entraîner. En attendant et en espérant qu'on va jouer cette finale le 30 comme ça a été dit, quoi. On est en fin de championnat comme vous avez dit tantôt. On ne va pas faire des sursages de ce genre. Il y a l'enthousiasme et l'animation qui vont faire effet. Les Galactiques ont même concocté des matchs amicaux pour rester compétitifs. On a peaufiné des matchs amicaux qu'on va jouer cette semaine et la semaine suivante pour essayer de garder le rythme. Comme si on jouait tout le week-end. Voilà, c'est comme ça qu'on a planifié la chose pour préparer la finale. Bon, on est en train de voir du côté des centres de formation. Si on a un partenaire, ce serait bien de jouer avec eux. La confiance est également de mise face au Casa Sport, un adversaire qui lui a réussi cette saison en Ligue 1, même si la finale se jouera au stade Léopold Sédar Senghor. C'est un peu difficile de remplir ce stade, mais on espère qu'on aura au moins les 3 quarts remplis. Parce que c'est des équipes qui produisent de beaux jeux, qui ont un grand public derrière eux. On ne va pas se focaliser sur l'adversaire. On a un but bien précis, c'est de gagner la coupe. Voilà, et on fera tout pour y accéder. Voilà. La compétitivité et le pari de la mobilisation, le leitmotiv de l'équipe de Niary Tally en ce moment. Ainsi, pour sa première finale en Coupe du Sénégal, elle compte relever le défi pour ajouter une ligne dans son palmarès. On reste avec l'équipe de Niary Tally qui compte bien remplir plus de la moitié du stade Léopold Sédar Senghor le soir, le jour de la finale de la Coupe du Sénégal. C'est du moins l'objectif que s'est fixé le secrétaire général de l'équipe, Malick Dieye, que je vous propose d'écouter. Et il est au micro de Chersatibou Diarra. Pour nous, c'est tout Dakar. Aujourd'hui, ce n'est pas Niary Tally qui joue contre Casa Sport, c'est Dakar qui joue contre Casa Sport. Quand on ose annoncer qu'on veut un budget de 29 millions, c'est parce qu'on pense qu'il y a des personnes nantis et qui veulent appuyer la population de Niary Tally. Maintenant, appuyer NGB, c'est appuyer la population de Niary Tally parce que nous œuvrons pour le développement de cette localité à travers le football. Et nous pensons que les personnes responsables et qui sont derrière cette population-là vont venir en appui pour nous permettre d'atteindre ce budget-là de 29 millions. Il y a des commissions qui ont été
secrétariat pour la mobilisation, il y a des commissions pour... Il y a des commissions pour la mobilisation, des commissions pour la recherche de ce budget-là, des commissions pour la préparation du match, l'organisation et tout. Parce que quand tu comptes mobiliser des personnes, tu dois avoir une certaine organisation derrière. Donc on se réunit, on s'organise pour ça. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'invité du 20h qui ce soir est Ami Sarfal, directrice du magazine Intelligence, Magazine. Son entretien avec Mamoudou Ibra Kane. C'est tout de suite. Bonsoir.